Salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon été. Attention, c'est bientôt fini, donc profitez-en encore bien. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo que je voulais vous présenter depuis longtemps, consacrée au tir à 3 points. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on commence à tirer de plus en plus à 3 points en NBA. Est-ce que cette tendance d'utilisation ou de surutilisation du tir à 3 points, est-ce qu'elle n'est pas en train tout simplement de tuer ce sport qu'on aime tant, ce sport qui est le basketball? Et comment on pourrait y remédier? Eh bien, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. On va parcourir tout ça en revue. Cette vidéo a été faite grâce à l'excellentissime travail de Kurt Goldsberry qui a sorti un livre en avril 2019 à ce sujet qui s'appelle Sprawl Ball. Et qui traite justement de cette émergence du tir à 3 points dans le basket moderne, qui change complètement la donne. J'ai pour habitude de dire, et je vous l'ai déjà dit dans des lives, je vous remercie au passage de votre fidélité si vous m'avez déjà entendu le dire, j'ai toujours eu pour habitude de dire que le tir à 3 points a rendu les joueurs égaux en attaque. C'est-à-dire qu'avant le tout début des années 80, quand la NBA crée cette ligne à 3 points, instaure cette ligne à 3 points, eh bien, pour schématiser, la ligue était dominée par les grands pivots. C'est-à-dire que plus vous étiez grand, plus vous étiez en muscle, en puissance, en tonicité, plus eh bien, vous aviez cette capacité à exister près du cercle et à aller chercher des paniers à haut pourcentage en dessous. Tout ça a été complètement pulvérisé dès lors que un joueur d'1m80, en étant très adroit derrière la ligne à 3 points, pouvait apporter la même efficacité, le même pourcentage au tir réel, c'est-à-dire la pondération des tirs à 1 point lancé franc, à 2 points et à 3 points, dès lors qu'un joueur tout petit qui est à 40% à 3 points, un Steph Curry, qui a un gabarit de crevette, appelons un chat, eh bien peut être aussi efficace en attaque qu'un Shaq O'Neal. On peut être à 65-66% au tir réel comme un Shaq O'Neal qui a existé toute sa carrière à 1 ou 2 mètres du panier. Donc le tir à 3 points a rendu les joueurs égaux entre eux en attaque, et ça c'est une bonne chose, parce que ça a amené quelque chose de plus homogène, de moins stéréotypé, ça a amené une diversification, et surtout ça a créé une vocation chez plein de joueurs qui faisaient 1m80, 1m90, qui se sont dit mais attends, la NBA je peux y aller. C'est pas qu'une ligue qui est faite pour les mecs de 2m10, 2m15. Donc, à la base, ne perdons pas ça de vue, c'est une bonne chose. Sauf que qu'est-ce qui est en train de se passer? En l'espace de 10 ans, je ne suis pas en train de vous parler par rapport à la NBA des années 60, de la préhistoire de la NBA. En l'espace de 10 ans, la fréquence d'utilisation du tir à 3 points est passée de 22%, en gros un tir sur 4, à 36%, un tir sur 3, alors que, ça c'est toujours fascinant, alors que l'adresse à 3 points est restée globalement la même. C'est-à-dire qu'au début des années 80, ça vient d'être inventé, on n'est pas très adroit, on a une dizaine d'années, on se trouve une petite adresse et on est à 35%. Et cette adresse de 35%, finalement, elle a perduré, elle s'est stabilisée dans l'histoire de la NBA. Donc on ne se met pas à tirer plus à 3 points parce qu'on est plus adroit à 3 points. Et la tendance, elle est encore plus éloquente avec cette stat-là. Il y a 5 ans, en 2013-2014, il n'y avait qu'une seule équipe en NBA qui tentait plus de 34% de ses tirs derrière la ligne à 3 points. C'est pas 35, c'est 34. C'était déjà les Houston Rockets. Une seule équipe. Et sur la saison passée, eh bien, il y avait 19 équipes dans la NBA qui tentaient plus de 34% de leurs tirs au-delà de la ligne à 3 points. Donc il y a une vulgarisation, une tendance massive de cette utilisation à outrance du tir à 3 points dans toutes les franchises NBA. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on est en recherche d'efficacité. Tout simplement, dès lors que quelqu'un a commencé à s'intéresser à la question suivante, ok, qu'est-ce que ça me rapporte de tenter un tir de différents endroits du terrain? Quand je tire à mi-distance, ça me rapporte quoi? Quel est mon rendement moyen? Dès lors qu'on s'est intéressé à cette stat-là et qu'on a dessiné eh bien, cette shooting chart, ce diagramme avec les points par tir tenté, en moyenne, eh bien, on s'est rendu compte que le tir à mi-distance, c'était une connerie. C'était une aberration. On a pendant de très longues années en NBA tiré à mi-distance, alors que c'est les tirs les moins rémunérateurs du
basket. Et là, effectivement, tous les analystes et les coachs et les assistants coachs ont commencé à se dire mais on est en train de faire une connerie, là. Il faut qu'on arrête de tirer à mi-distance. Et effectivement, eh bien, ces tirs qui ramènent 0,85, 0,90 points par possession ont complètement disparu au profit de tirs à 3 points qui ramènent 1,05 ou 1,10 points par possession, ou au profit de lay-up, de tirs tentés tout près du cercle. Parce que même si effectivement les pourcentages de réussite sont un petit peu meilleurs à mi-distance, on est à 40-45%, et ben ça rapporte que 2 points. Ça rapporte que 2 points. Donc il vaut mieux être à 35% quand ça rapporte 3 points, quand c'est 1,5 fois plus efficace que de tirer à mi-distance. Toujours est-il que tout près du cercle, évidemment, c'est toujours avantageux. Donc en partant de ce postulat-là, en partant du principe qu'on peut aller chercher du 1,09 points par possession derrière la ligne à 3 points, pourquoi continuer à se cantonner sur l'utilisation de tirs à mi-distance où on est à 1,0, oui, on est à 0,80 points par possession. Incohérence qui est gommée. Et quelque part, c'est une bonne chose, c'est pragmatique, c'est une démarche pragmatique. On ne peut que la saluer. On va dans la recherche de l'efficacité, on essaye de devenir meilleur, et on se rend compte en fait que tirer à mi-distance, c'est complètement sans intérêt. Donc gommons quelque part ces tirs du jeu d'attaque, et on ne peut pas reprocher aux équipes de le faire parce qu'on est dans la cohérence totale. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir chercher plus d'efficacité en faisant évoluer son jeu. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé finalement? On est rentré dans un schéma d'un jeu qui est devenu complètement binaire, avec soit des tirs tentés en lay-up, vraiment pour caricaturer, soit du 3 points. Et cette binarisation, elle peut poser des questions, elle peut poser des problématiques, parce que quelque part le scénario des matchs et la façon de jouer des équipes est en train de s'uniformiser, est en train de s'homogénéiser. Et on le disait en préambule de la vidéo, le tir à 3 points qui a amené de la diversité, qui a amené une capacité à faire exister certains joueurs qui n'ont plus été là au service des intérieurs, petits meneurs qui étaient au service des intérieurs pour les servir poste bas. Ces petits meneurs-là, quelque part maintenant, le rapport est en train de s'inverser. Les intérieurs sont au service de ces petits meneurs pour leur poser des écrans, pour les démarquer, pour fixer, pour ressortir pour eux, pour qu'ils puissent exister à 3 points si le panier en lay-up en dessous n'est pas possible. Donc il y a une binarisation du jeu qui peut devenir un petit peu ennuyante, qui peut devenir un petit peu boring, avec des matchs qui se ressemblent. On bombarde, et puis l'équipe qui aura réussi son bombardement finit par lever la coupe. Vraiment pour schématiser à mort, et effectivement la tendance elle est en marche, hein, très clairement elle est en marche, avec un tir à mi-distance qui est en train de complètement disparaître, bye bye, suppléé par un tir à 3 points. Et effectivement, tous ces petits tirs à mi-distance, là, à 4-5 mètres le long de la ligne de fond et au poste haut, qui ont fait toute la carrière d'intérieur comme Olajuwon, Robinson, Pat Ewing, il y avait un drive, il s'écartait, il y avait une petite sanction ici à mi-distance le long de la ligne de fond. Tout ça est en train de disparaître. Les assistants coach leur disant, mais écoute, fais un pas de plus en arrière, recule encore un petit peu, et tu seras à 3 points. Alors certes, tu vas peut-être décrocher un petit peu en adresse, mais quoi qu'il arrive, en points par panier tenté que ça peut te rapporter, ça sera beaucoup plus rémunérateur pour l'équipe. Et c'est exactement ce qu'on a obtenu quelque part avec maintenant une NBA où, une nouvelle fois pour caricaturer, le tir à mi-distance n'existe quasiment plus dans les fréquences majeures de tirs tentés en attaque. Et quand on regarde la shooting chart de deux superstars de l'attaque dans leur époque respective, hein, James Harden par rapport à un Iverson, et là vous comprenez effectivement ce qu'on est en train d'évoquer. Regardez, un Iverson faisait un petit peu feu de tous les endroits du terrain, il était un danger un petit peu partout, avec évidemment des performances inégales dès lors qu'il se mettait à tirer à 3 points à 30%. Avec Harden, on est plus pragmatique, on est complètement plus pragmatique. Tire à 3 points ou fait un lay-up. On est en mode go, no go. Il y a 2 solutions possibles. Il y a plus 5-6 solutions possibles avec des tirs d'un petit peu tous les endroits du terrain. Et on parlait de bombardement massif. Sur les 5 dernières saisons NBA. 189 fois, un joueur a tenté au moins 15 tirs à 3 points dans un match.
eh bien, jusqu'à 2014, dans l'histoire de la NBA, ça n'était arrivé que 75 points. Donc en 5 ans, c'est arrivé 2 fois plus que sur tout le reste de l'histoire de la NBA. Donc là, vous comprenez effectivement ce qu'on veut évoquer par cette utilisation exponentielle du tir à 3 points. Alors, est-ce que, comme le prétend coach Popovich, there's no basketball anymore, there's no beauty in it, c'est-à-dire que voilà, maintenant le basket n'est plus intéressant quelque part. Popovich qui a toujours déclaré: je déteste ce tir à 3 points, mais je dois faire avec. Et du coup maintenant les matchs c'est chiant quoi. On regarde qui a mis le plus de 3 points et puis à la fin l'équipe qui en aura mis le plus, qui a le meilleur pourcentage, finit par l'emporter. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que le constat est aussi cinglant que celui proposé par coach Popovich? Et bien si on regarde sur les playoffs 2019, les équipes qui ont eu le meilleur pourcentage à 3 points se sont imposées 57 fois sur 73 matchs. Donc en gros, ça fait 80% de victoire pour l'équipe qui a le meilleur pourcentage à 3 points. A contrario, eh bien, les équipes qui avaient le lead au rebond offensif, ça représente que 57% de victoire. Et les équipes qui ont le moins perdu la balle dans une rencontre, ça représente que 51% de victoire. Donc, les ballons perdus, les rebonds offensifs, ça pèse pas tant que ça dans le scénario de victoire. Par contre, le tir à 3 points pèse beaucoup. Et quand on regarde effectivement sur les 3 dernières saisons, les 4 équipes qui sont retrouvées en finale de conférence, sur les 3 dernières finales de conférence, eh bien, il y avait 3 de ces 4 équipes qui avaient le top 10 en termes de fréquence d'utilisation du tir à 3 points. En NBA, ils font retourner en arrière à 2014 pour tomber sur les San Antonio Spurs pour avoir une équipe qui était classée, je crois, 22e sur la fréquence d'utilisation du tir à 3 points. Donc une équipe qui était, on va dire, dans le dernier tiers de la NBA sur l'utilisation du 3 points. Donc on est face à un constat qui est cinglant, c'est-à-dire que la tendance, elle est exponentielle, et il y a des résultats à la clé. Les équipes le font de plus en plus, et les équipes qui le font plus vont en finale de conf. En gros, pour caricaturer. Donc, c'est quelque chose qui marche, et c'est pertinent de le faire. Et moi qui adore le tir à mi-distance, qui a grandi en voyant Jordan faire des petites élévations à mi-distance, voir les pivots s'écarter un petit peu de la raquette, tenter le petit tir à 4-5 mètres le long de la ligne de fond, je ne peux que m'incliner devant ce constat qui est que ces tirs-là, c'était des tirs parmi les moins rémunérateurs du basket. Donc, en toute logique, on a eu raison quelque part, les coachs et les joueurs ont eu raison de les faire disparaître. Constat cinglant et pragmatique. À partir de là, on fait quoi? Parce que qu'est-ce qui nous attend? Et on a vu que la tendance, elle était complètement exponentielle, elle était complètement en marche. D'ici 3-4 saisons, peut-être même moins, peut-être 2 à 3 saisons, 100% des équipes NBA tenteront 50% en fréquence de tir derrière la ligne à 3 points, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on fasse machine arrière. Il n'y a aucune raison qu'on revienne à des anciennes recettes, sachant que toutes les équipes qui très tôt se sont mises à utiliser majoritairement le tir à 3 points ont été parmi les meilleures attaques de la NBA et se sont retrouvées très souvent sur les dernières marches du podium. Donc à terme, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 100% des équipes NBA qui vont se construire autour d'un fond de jeu qui est tout ce qu'il y a de plus basique. C'est le bon vieux 5-out des Milwaukee Bucks. Vous pouviez aussi ajouter les Houston Rockets. Au lieu d'être en 5-out, ils ont un intérieur qui traîne un peu dans la raquette, mais qui monte poser des écrans. Et vous allez avoir toutes ces équipes qui vont, entre guillemets, jouer de la même façon. Avec, dans chaque équipe, un espèce de Giannis, un espèce de LeBron, un espèce de Harden, un espèce de Kawhi Leonard, qui va fixer balle en main. Il essaye de déborder son adversaire direct et il finit en lay-up. Et vous avez comme ça un Giannis qui a 70% sur les paniers tout près du cercle. Et puis s'il y a une aide, je décale sur le joueur qui est tout seul à 3 points et il ne se pose pas de questions, réception tirée, il sanctionne. Et il sanctionne à, dans le pire des cas, 35%, dans le meilleur des cas, 40%. Et on a une attaque qui est tirée vers le haut comme ça. Et dès lors que vous avez ce schéma relativement basique qui fonctionne, mais pourquoi en sortir ?
pourquoi structurer, pourquoi avoir du jeu d'attaque, pourquoi faire autre chose que high pick and roll, drive et je ressors sur le tireur à 3 points, quand finalement ces séquences assez basiques suffisent et vous permettent d'aller en finale NBA. Les Bucks qui vont en finale de conf, les Cavs qui se sont construits pendant 4-5 finales NBA de suite là-dessus, les Rockets se construisent là-dessus, et finalement chaque équipe va se construire là-dessus et quelque part jouer de la même façon. Et ça, cette harmonisation et cette façon de jouer avec toutes les équipes qui tentent un tir sur 2 à 3 points, ça va nous amener dans quelque chose qui va être ennuyeux, ça va nous amener dans quelque chose qui va être caricatural, ça va nous amener dans quelque chose qui va être ultra scripté. Est-ce que vous avez mis vos tirs à 3 points ou pas? J'irai même un cran en dessous. Est-ce que vous avez mis vos tirs à 3 points complètement ouverts ou pas? Je vous rappelle qu'en 2018, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'ai fait des vidéos là-dessus, on est passé à 5 ou 6 tirs à 3 points complètement ouverts marqués en plus d'avoir une finale NBA qui opposait les Houston Rockets aux Boston Celtics. Quand on nous parle du déclin des Warriors suite au départ de Kevin Durant, je vous rappelle qu'en 2018, si les Rockets ne manquent pas 25 ou 26 ou peut-être même 27 tirs à 3 points de suite, et que sur les tirs complètement ouverts, ils avaient été dans leur moyenne de la saison, et qu'ils avaient fait même un 5 sur 25, eh bien les Rockets étaient en finale. Et le constat est exactement le même pour les Boston Celtics face aux Cavaliers en finale de conf 2018. Donc je vous dis, je descends d'un cran en dessous, le match va se résumer à qui a mis ses 3 points ouverts ou pas. Qui sur les fixations renversement a sanctionné ou pas. Et là vous avez quelque chose qui est ultra schématique, ultra scriptable, ultra caricatural. Et évidemment, l'intérêt à la clé, eh bien, il va commencer à s'amoindrir. Il va commencer à s'amoindrir parce que tous les matchs vont être les mêmes, en gros, pour schématiser. Alors à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Première solution que j'ai vue jaillir comme ça sur le net, je ne sais pas vraiment d'où elle est sortie, mais première solution, on va mettre une ligne à 4 points. Ok. Alors la problématique est quand même la suivante, c'est-à-dire qu'on veut arrêter cette tendance qui consiste à tirer à outrance de loin. Donc, va falloir m'expliquer en quoi la logique de revaloriser encore davantage le tir de loin peut être une solution. C'est un peu comme si quelqu'un dans la rue, vous vous baladez, vous voyez quelqu'un dans la rue, merde, il perd son sang, comment on peut stopper l'hémorragie? C'est comme si vous arriviez avec comme solution, bah... on n'a qu'à le buter, comme ça il saignera plus, et puis voilà, ça solutionne le truc. D'accord, ok, merci de votre contribution. Non, je vois pas en quoi apporter une ligne à 4 points, donc qui serait pourquoi pas ici, en plus de la ligne à 3 points, ça va solutionner le problème, parce qu'une ligne à 4 points, même en étant à 30%, ça va ramener 1,20 points par possession. Ça va être encore plus rémunérateur que la ligne à 3 points, où on est à 1,0607 dans la moyenne NBA, et on peut monter à 1,10, 1,12 quand vous avez des super tireurs. Donc vous allez avoir encore plus de joueurs qui vont être tentés de tirer très très loin, c'est-à-dire encore plus de maladresse, encore plus de briques, et un jeu qui est encore plus caricatural. Donc la solution de la ligne à 4 points, vous la reprenez, okay, vous la mettez dans un coffre-fort, vous le scellez à clé, vous mettez une chaîne dessus et vous me balancez ça au milieu du Pacifique et on n'en parle plus. Vous arrêtez avec votre ligne à 4 points. Merci messieurs, dames. Autre solution qui est la plus logique et qui est la plus pragmatique une nouvelle fois, ben on va reculer la ligne. Et si la ligne, là, telle qu'elle est positionnée actuellement, elle permet effectivement des aberrations en termes de rendement, eh bien on va reculer la ligne. Et pour que, en gros, pour faire simple, pour qu'un tir à 3 points, eh bien ramène à peu près la même chose qu'un tir à mi-distance. Donc on a vu en début de vidéo que les tirs à mi-distance, c'est à peu près 0,8, 0,9 points par possession. Il faut qu'on ait une ligne à 3 points qui ramène 0,8, 0,9. Comme ça, on sort du schéma binaire, on sort des séquences où les joueurs ne veulent que tirer à 3 points parce que c'est ce qui est le plus rémunérateur avec les lay-up. Et là, effectivement, quand on regarde les pourcentages de réussite par rapport aux différentes zones du terrain, eh bien, on se rend compte que quand on va chercher une ligne à 27 pieds à peu près, donc en gros, on la recule d'1 mètre, on la met à 8,24 m au lieu de la mettre à 7,24 m,
eh bien on se retrouve à peu près 30% de réussite à 3 points. Et 30% de réussite à 3 points, ça fait du 0,9 points par possession, et on se retrouve sur le rendement d'un tir à mi-distance. Et là, effectivement, on a une cohérence. On retrouve une cohérence entre les différents endroits du terrain, et on a des équipes qui vont être un petit peu moins tentées de tirer à 3 points, peut-être un petit peu plus à mi-distance. On retrouve de la variété, on retrouve quelque chose d'un petit peu plus enrichi. Alors le problème de cette idée, qui est complètement pertinente, c'est que si on recule la ligne d'un mètre, on la met à 8,24 m, eh bien le terrain il devient trop petit. Le terrain il devient trop petit dans les coins, parce que vous voyez que la ligne, eh bien, elle va très rapidement se retrouver à croiser les lignes latérales du parquet. Alors, première solution, eh bien, on interrompt l'arc de cercle et on le refait partir avec une ligne parallèle à la ligne latérale, comme c'est le cas actuellement, mais c'est juste un petit peu plus long. Mais en fait, cette idée-là, elle solutionne rien, parce que là, la ligne, elle est toujours très rapprochée, et vous avez toujours des tirs à 3 points qui sont ultra valorisés ici dans les coins. Et puis, accessoirement, c'est quand même assez dégueulasse. Hein. C'est quand même assez dégueulasse de voir une ligne à 3 points comme ça, et ça solutionnerait. Quelque part, ça solutionne rien, parce que finalement, vous avez que les tirs à 3 points qui sont ici, au-delà de la prolongation de la ligne des lancers, qui sont minorés, mais absolument pas ceux qui sont dans les coins. Et ça ne changera rien au 5-out, il y aura toujours un joueur ici qui tente de driver, et on en laisse un dans le coin, voire deux dans le coin, et ça ne change rien. Et vous ne solutionnez pas cette problématique de surutilisation du tir à 3 points. Alors autre solution, eh bien, quand la ligne à 3 points croise la ligne latérale, eh bien elle s'arrête. On ne change rien, et on fait juste un demi-arc de cercle qui fait office de ligne à 3 points, et tout ce qui sera tenté d'ici, bah, c'est des paniers à 2 points. C'est des paniers à mi-distance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas non plus super fan de cette structure-là, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les défenses, elles vont dire, attends, ici, ça ramorde 0,8 points par possession, un tir à mi-distance, là, ici, dans le coin. Même pas 0,70, ça va baisser, puisque c'est plus majoré. Donc, les défenses, elles vont complètement surcharger ici, ok? Ici, on va pouvoir avoir une défense avec 1, 2, 3, 4 défenseurs. On laisse un défenseur ici qui flotte un petit peu, et on neutralise tout le jeu d'attaque adverse. Parce que si ça drive, eh bien si ça renverse ici, bah vas-y, je te laisse le tir ouvert. Ça sert à rien que je vienne défendre. C'est pas un tir très rémunérateur. Et quelque part, vous allez surcharger dans l'axe. Et vous allez avoir des défenses qui vont complètement pouvoir neutraliser les attaques, et vous avez des attaques qui vont être moins prolifiques, vous avez un jeu qui va devenir plus défensif. Moi ça me va très bien, mais je sais très bien que ça n'ira absolument pas à la NBA. Les pourcentages vont baisser, les adresses vont baisser, et au final, le PDG de ABC qui a les droits de la NBA et Adam Silver se réuniront dans leur bureau en disant comment on peut faire pour revaloriser l'attaque, parce que vous êtes bien beau avec vos histoires de la défense, ça fait gagner des titres. Moi, ce qui me fait vendre des abonnements et ce qui me fait remplir la salle, c'est quand il y a des gros dunks et des tirs à 3 points. Donc, vous arrêtez vos conneries. Voilà où on va en tomber. Mais à la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas cette solution? Autre solution qui est là 100% pertinente, eh ben c'est on agrandit le terrain. On fait un bel arc de cercle, tout ce qu'il y a de plus logique, tout ce qu'il y a de plus pertinent, quel que soit l'endroit où je me trouve derrière la ligne à 3 points, je suis à 8,24 m, je suis à 30% de réussite, je suis à 0,9 points par panier en moyenne, et j'ai un terrain qui est élargi. J'ai un terrain qui est un petit peu plus large et qui conserve globalement les mêmes proportions avec une ligne qui est juste un petit peu plus loin. Et ça, effectivement, bah, ça peut être tout à fait pertinent et tout à fait cohérent. La seule problématique, c'est qu'il faut agrandir le terrain de 3 mètres. Ok ? Parce qu'il faut rajouter à peu près 1,50 m de chaque côté pour le recul de la ligne et pour laisser, vous voyez, il y avait en NBA actuellement à peu près 90 cm pour se positionner dans les coins, pour laisser ces 90 cm là. Ça veut dire que, eh ben, on enlève 2, voire 3, voire peut-être 4 rangées de sièges courtside vendus 1000 à 1500 $ en saison régulière et jusqu'à 10-15 000 $ en playoff. Donc on enlève des places assises dans la salle et donc on enlève du chiffre d'affaires pour les franchises. Et puis surtout, on se retrouve à désharmoniser à l'échelle mondiale les dimensions d'un terrain de basket, parce que
même si les règles sont différentes, et j'en parlais sur Twitter, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, même si dans les 3 compétitions majeures, NBA, NCAA et Euroleague, eh bien, il y a 3 groupes de règles différents, globalement, on a quand même réussi à avoir des dimensions de terrain qui sont à peu près les mêmes partout, avec en gros un terrain qui fait 28 mètres de long pour 15 mètres de large. En gros, pour schématiser, c'est ce que vous regardez, NBA ici, FIBA ici, on est à 15-28, c'est à peu près les ratios qu'on avait en NBA. Si jamais en NBA on passe à 18 à 28, ça veut dire que quelque chose qui était plus ou moins uniforme sur le plan mondial, eh bien, devient désharmonisé. Et on a des terrains qui sont plus grands dans une compétition, mais pas dans l'autre. Ok, donc c'est une solution qui, effectivement, paraît purement pragmatique sur le papier, mais qui implique plein de choses. Et puis, dans quelle mesure les salles qui ont spécialement été construites sur le basket, dans quelle mesure c'est possible d'agrandir le terrain, est-ce que structurellement ça passe, est-ce que les gradins permettent de positionner le terrain plus quelques rangées, ça pose plein de problématiques structurelles, et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air d'agrandir comme ça un terrain de basket, mais fondamentalement, moi, c'est l'idée qui me paraîtrait la plus cohérente, la plus pertinente, mais elle implique plein de choses et un effet boule de neige par reversion, il y a plein d'implications derrière. Alors, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, monsieur Barclay? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Il y aurait éventuellement une autre solution. Il y aurait une autre solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite de pouvoir être très rapidement mise en place. En gros, pour faire simple, on est à 35% à 3 points, 40% à mi-distance, et 60% ici, tout près du cercle. Comment on pourrait faire pour que, quels que soient les endroits du terrain, globalement, le tir à 3 points n'apparaisse pas comme une des zones les plus valorisées avec le... Eh bien, à l'heure actuelle, voilà, on en est là. Hein, on est à 0,8 points par tir tenté à mi-distance et 1,05 en moyenne sur le tir à 3 points. Donc on a 25 points de performance en plus sur le tir à 3 points par rapport au tir à mi-distance. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement faire en sorte que tout ce qui est tenté à l'intérieur de la ligne vale 3 points et tout ce qui est tenté au-delà de la ligne, eh bien vaut 4 points. Parce que dès lors, le delta entre les tirs tentés dedans et les tirs tentés à l'extérieur, il n'est pas de 50%, mais il est de 33%. Quand vous passez de 3 à 4, vous faites plus 33%. Donc vous minorez la valeur du tir à 3 points, et quand vous faites le calcul, vous vous retrouvez sur un tir à mi-distance qui vaut 1,20 points par tir pondéré en moyenne, quand le tir à 3 points vaut 1,40. On passe de 25 points de majoration à 20. Ça ne solutionne pas la problématique, je suis d'accord avec vous, mais là où ça peut être intéressant, c'est que quand vous comparez les rendements entre les paniers tentés tout près du cercle, donc ce qui sont les paniers quelque part les plus méritants, parce que vous avez contourné toute la défense pour finir fort en dessous, quand vous comparez avec ces paniers-là par rapport aux paniers marqués à 3 points, et bien là on tombe à 1,80 points par tir tenté, quand on est à 1,40 à 3 points. Donc vous revalorisez quelque part le fait de vous rapprocher du cercle. Ça reste intéressant de tirer à 3 points, mais on n'est pas en train de faire jeu égal avec les paniers qui sont tentés tout près du cercle. Et là, vous avez une hiérarchie qui vous permet non plus d'être dans un jeu binaire, mais dans un jeu trinaire, avec tirs tentés tout près du cercle, qui vont être recherchés par toutes les équipes parce qu'ils sont ultra rémunérateurs, tirs tentés à 3 points, qui restent pas mal, mais c'est moins bien que d'aller tenter quelque chose tout près du cercle, et tir à mi-distance, c'est pas l'option la plus folichonne, mais à 1,20 points par possession, ça reste un petit peu moins dégradé que dans la formule actuelle. Donc, au total, si vous voulez un bilan, sur cette question, est-ce que le tir à 3 points est en train de tuer le basketball? Une chose est sûre, le tir à 3 points apporte une simplification du jeu. C'est-à-dire que la révélation de la pertinence de l'utilisation du tir à 3 points, eh bien, a fait que la NBA s'est binarisée et qu'on est allé finalement simplifier la façon de jouer. Je fixe, je renverse à 3 points. Je suis tout seul à 3 points, je prends le tir, je sanctionne tout de suite. Je vais en contre-attaque même, plutôt que d'aller chercher le lay-up, je m'arrête et je déclenche à 3 points. On a une simplification du jeu. Et cette simplification du jeu,
eh bien, elle est assez toujours spectaculaire à regarder quand vous regardez les compétitions internationales. Et là, il y a une Coupe du Monde de basket qui va commencer. Et effectivement, sur tous les précédents opus, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, c'est toujours très intéressant de regarder la façon de jouer des États-Unis, qui sont la planète basket, qui sont l'élite mondiale du basket, et la façon dont ils jouent, elle est très très simple. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête à structurer, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête à faire des choses très compliquées. Ils jouent sur fixation, renversement, 3 points, et en 2016, ils ont tenté 225 tirs à 3 points sur 590 tirs. Ça fait à peu près 40%, un tout petit peu moins de 40% de fréquence d'utilisation du tir à 3 points. Et on retrouve ce tir à 3 points utilisé majoritairement, et ça marche! Ça marche. Moi qui suis le premier à regretter que Team USA sous Coach K avait un jeu d'attaque qui était relativement basique, il y a une chose que je ne peux pas leur objecter, c'est que ça marchait. Et pourquoi aller chercher à faire des trucs plus compliqués et plus structurés quand ce plan de match basique suffit? Quand ça suffit de donner la balle à Kyrie Irving, il joue le 1 contre 1 et il décale sur Kevin Durant qui sanctionne à 3 points. Pourquoi faire plus compliqué alors que ça marche? Pourquoi faire plus compliqué que DeAndre Jordan, il pose un écran sur Kevin Durant, et puis à l'opposé, il y a Klay Thompson qui flash et bam, 3 points. Pourquoi se compliquer la vie? Donc on retrouve ce principe du tir à 3 points qui amène une simplification du basket. De là à dire que c'est devenu simple à c'est devenu simpliste, il n'y a peut-être qu'un pas. Et moi, ma crainte, c'est qu'on rentre dans des schémas et dans des structures d'attaque qui deviennent simplistes. Et quand c'est simpliste, ça devient ennuyeux. Et quand ça devient ennuyeux, arrive un moment où la NBA se dit « Attends, on est en train d'aller dans le mur, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revaloriser un petit peu l'intérêt des matchs ?» Donc, il y a une réflexion, il y a une vraie réflexion à mener là-dessus. Il y a cet adage qui est plus que jamais vrai. La question que je me pose, c'est combien de temps nous reste-t-il à vivre? Merci de votre fidélité, allez, à très bientôt. Bon match à tous.